Podcast. Non mais c'est chouette, il va y avoir la dub d'ici. Tu sais que je le suivrai en plus de New York cette fois-ci. J'aurais jamais été aussi près de Tim Cook. Et en même temps tellement si loin. Et en même temps tellement si loin. Je pense que je pourrais peut-être ressentir les tressautations du sol, les tressautements du sol quand il frappera avec sa jambe de manière rythmique à chaque fois, là, quand il rebondit dessus. Mais tu verras, la prochaine fois, tu vas faire attention et tu verras que j'ai raison. Il rebondit sur ses baskets. Ouais. Mais ouais, ce mec est sur ressort, quoi. Mais ce qui m'étonne cette année d'ailleurs, c'est qu'on a, j'allais dire très peu de rumeurs, mais en fait pas du tout de rumeurs sur le contenu d'iPadOS et de macOS. C'est vrai, ouais. Et je sais pas si c'est bien, parce qu'il y a un côté... Un des aspects les plus chiants du métier, c'est quand même de te faire spoiler tout en avance. Non seulement les trucs que tu répètes aux lecteurs, mais que les lecteurs peuvent filtrer, parce qu'on leur donne la possibilité de filtrer le tag rumeur. Mais en plus, les choses que parfois tu leur dis pas forcément, parce qu'il y a parfois des informations qu'on a en avance et qu'on peut pas sortir, par exemple quand t'as des embargos, des choses comme ça. Et donc quelque part arriver un peu comme un lecteur lambda, quoi, on a aucune information sur le contenu, bah peut-être que c'est un peu c'est pile ce qu'il fallait pour cette année, quoi. C'est y arriver jeune et frais et empreint d'un grand désir de découverte. En même temps, je trouve ça complètement terrifiant. Et d'optimisme. En même temps, je trouve ça complètement terrifiant de rien pouvoir préparer à l'avance et de savoir que ça va être un carnage de news pendant 10 jours. Sur des trucs où techniquement on va pas avoir le temps de les préparer, quoi. Parce que quand t'as une vague idée de ce qui va se passer, tu te mets quand même à jour niveau compétences. Enfin, quand tu sais qu'il y a des choses qui vont être présentées sur des sujets que tu maîtrises pas, tu fais en sorte de devenir un expert du domaine en 48 heures, et parce que on est tous des experts de tous les domaines. Absolument. Et ça permet d'écrire plus vite dans la semaine ou dans les 10 jours qui suivent la WWDC. Mais là, a priori, on va pas avoir ce confort, quoi. Oui, il n'y a pas beaucoup de scénarios possibles, quoi. Soit on parle d'optimisation vraiment un peu comme Snow Leopard à l'époque, parce que je pense que ce serait pas du luxe sur iOS, par exemple. Pas mal de fonctions qui sont un peu de briquet de broc, qui mériteraient une bonne refonte en profondeur. Et c'est peut-être pour ça que rien n'a fuité. C'est peut-être qu'en fait, il y a beaucoup de choses sous le capot, mais pas grand-chose en apparence. C'est ça, il y a peut-être pas de rumeurs parce qu'il y a rien. Ouais, voilà. Mais il y a peut-être pas de rumeurs parce qu'il y a des trucs énormes et qu'ils ont réussi à maintenir la pression sur tout le monde jusqu'au bout. Ouais. On peut pas exclure ça du tout, parce que surtout que je crois qu'ils font vraiment très attention, de plus en plus aujourd'hui. Ah, et sur le logiciel, autant sur le matériel, ils ont... Enfin voilà, il y a la Chine, enfin il y a les usines, quoi, donc ils peuvent pas maîtriser le flux. Autant sur le logiciel, tu sens que depuis 5-6 ans, c'est terminé les fuites, quoi. Ouais. Ah, j'ai hâte, écoute. Ah, ça va être fun, hein. Est-ce que tu penses qu'il y aura du matériel, genre les AirPods ou je sais pas quoi, parce qu'un petit truc. J'ai arrêté de vouloir des AirPods Max 2 fois moins chers et des AirPods Pro qui marcheraient. Ouh. Si j'avais envie d'enlever ma casquette de journaliste et de mettre ma casquette d'amateur, enfin de geek, quoi, je dirais... De prosumer. C'est affreux. Je dirais que j'aurais quand même tendance à dire que c'est le bon moment pour au moins lever le voile sur le Mac Pro. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, le Mac Studio vient de sortir. C'est vrai aussi. Donc je voudrais pas être trop gourmand. Je voudrais pas, mais je vais quand même l'être. Non, je pense qu'on a tous mérité une preview du Mac Pro, parce que zut, on a tous attendu très longtemps. Oui. Voilà. Je suis d'accord avec ça. On va pas l'acheter, mais on veut quand même voir ce qu'on va manquer. Et non, je pense que ça a du sens, parce qu'à mon avis, il faut quand même qu'ils introduisent le nouveau cycle des M1. Donc soit ils arrivent au bout du M1 en mode ultra / ultramax, ce que tu veux, soit c'est carrément une M2 ou quelque chose d'autre dans le Mac Pro, et qui initie du coup, soit qui met une fin au cycle actuel, soit qui initie le nouveau cycle. En fait, c'est ça. Je veux voir le Mac Pro parce que je veux qu'il finisse avec la première génération de puces, parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est le MacBook Air M2. Exact. Qui est de la même couleur que mon iMac, et qui va me faire revendre mon iPad Air. Logique. Parce que faut bien que dans le podcast numéro 60, on ait de quoi remplir la section acheter. Tu sais que on m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Enfin, Adrien m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire, qui arrive dans quelques jours maintenant. Et j'hésitais beaucoup pour l'iPad, justement.
Ce qui m'a fait renoncer à l'iPad, c'est, outre le fait que ce serait un peu quand même des goûts de luxe en termes de cadeaux et tout, Ma série de papiers sur pourquoi c'est bien d'avoir un iPad, ça t'a complètement convaincu de pas en avoir un, c'est ça que tu veux dire? c'est à peu près ça que ça... Non, ça m'a convaincu d'essayer. En fait, il a un iPad Pro et un iPad mini. Donc il y a les deux form factors. Il n'y a pas l'iPad Air. C'est ça, comme moi, il vit le tout iPad lifestyle. C'est ça, tout à fait. Ouais. Sauf que l'iPad mini, il l'utilise pas du tout. Et du coup, j'en ai profité pour l'utiliser un petit peu. Mais très vite, j'ai pas aimé. Dans le sens où le format me convient parfaitement. Un poil plus petit, même encore, ça irait très bien. Mais bon, c'est très bien comme ça. Par contre, la question de la batterie, la question de l'interface qui est un peu quand même chelou, Ouais. t'as l'impression que c'est vraiment une V1 et que quelque chose de mieux se prépare. Enfin, j'aimerais bien avoir un M1 dedans, j'aimerais bien plein de petites choses en fait qui se cumulent et qui font que ce sera pas cette année pour moi. Ouais, enfin, on en discute avec les collègues, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que cette année, il faut que ce soit une année iPadOS. Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a deux avis divergents. Il y a les gens qui utilisent des iPad Pro qui ont envie d'un iPadOS qui est plus pro, quoi, qui se rapproche du Mac, notamment avec ces rumeurs sur... Enfin, ces rumeurs. Ces vœux pieux d'un mode fenêtré quand on branche un écran. Et moi, qui au contraire, justement, parce que maintenant, j'ai l'expérience de l'iPad mini, que jusque-là, j'avais pas du tout, puisque c'est la première fois que j'en utilise un, où j'aimerais un mode allégé, quelque part, où j'aimerais un mode gros iPhone, gros pod, dirait Jean-Christophe Courte d'Urban Bike. Et je sais pas, mais quelque part, les années où il y a plein de rumeurs sont presque moins intéressantes qu'une année comme cette année où on est un peu dans le noir parce que tu peux réfléchir en isolation et tu peux essayer de voir non seulement ce que toi tu veux, mais aussi ce que les gens sur les forums, ce que les lecteurs dans les commentaires, enfin de quoi tous ces gens ont envie. Tu peux mettre ça en face de ce que tu crois savoir de la stratégie d'Apple. Et ce que tu sais de ce que tes sources te disent et t'alignes tout ça et tu fais fonctionner le petit vélo dans la tête. C'est crevant. C'est crevant, absolument crevant. Et je trouve ça fascinant que t'aies dit tu fais fonctionner le petit vélo dans la tête. La bicyclette pour l'esprit encore. Ça et ton engagement écologique, c'est vraiment très drôle parce que je dis pas que c'est une obsession chez toi, mais il y a un petit peu ce thème récurrent du vélo moi dans la ville. Obsédé, non. Mais tu vois, je pensais à Poro avec les cellules grises et toi c'est le vélo dans la tête. Ok, très intéressant, très intéressant. Pardon, je t'ai interrompu grossièrement. Non, mais les cyclistes sont toujours interrompus dans leur lancée. Et ça travaille. Et je crois que quand Tim Cook et ses amis vont faire leur grand keynote, bah, il y aura des choses qu'on aura vues, qu'on aura réussi à anticiper. Donc on pourra aller très très vite sur des papiers d'analyse et ça va être intéressant. Bien sûr. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui se joue dans l'écart entre tes attentes et la réalité. Ouais. Et tiens, pourquoi je me suis planté? Tiens, pourquoi je voulais ça et finalement ils ont fait autrement? Est-ce que leur approche elle est mieux, elle est moins bien? Bon, à la fin elle est forcément meilleure parce que c'est pas l'entreprise la plus puissante de la planète pour rien, mais. Et puis c'est juste l'approche qui existe en fait, c'est pour ça aussi. Oui, puis voilà. Au bout d'un moment ils le font, donc c'est la meilleure. Et puis si la mienne était meilleure, je travaillerais chez eux. Je me contenterais de pas commenter quoi. Et mais c'est aussi, dans quelque part, le commentaire sur cet écart, sur les désirs des gens et la réalité de ce que fait Apple, que tu peux faire des papiers, que tu peux aussi faire un peu d'analyse et essayer de comprendre aussi ce qui se joue dans l'informatique. Et c'est vraiment crevant parce que c'est une période de l'année où tu peux pas te reposer parce que même le week-end, quoi, même quand tu te dis non là c'est bon, faut arrêter, tu peux pas t'empêcher de penser à tout ça et bien sûr. Et c'est pour ça que je suis très content qu'on ait ce pont là qui tombe fin mai, qu'on peut transformer en viaduc et qui permet de prendre quasiment une semaine de vacances parce que sinon je pense que on pourrait pas survivre à la WWDC. Ouais, merci Jésus. Je dis ça au boulot à chaque fois que les gens me disent, qu'ils expriment leur enthousiasme pour le pont, et je dis ah oui bah merci Jésus. Et puis ça les bloque un petit peu, c'est rigolo. Waouh. Après ces longs prolégomènes, je te propose que regarder, hein? Eh bien oui, qu'as-tu regardé Arnaud? Eh bien il répondit sans aucune hésitation. Merci Jésus. Non mais... mais oui, littéralement, je veux dire. Oui, d'accord. J'ai dit ça à un collègue qui est très France Insoumise et tout, et il a keblo un petit peu, j'avoue. Il était...
techniquement, je sais que j'ai raison. Donc, qu'est-ce que j'ai regardé récemment? J'ai vu Bubble. On a vu Bubble sur Netflix, le dessin animé, là, enfin, l'animé tout court, je sais pas comment on dit, d'1 heure et demie. C'est une personne qui participait, alors j'ai plus les noms du tout, mais c'est celui qui a fait l'Attaque des Titans, notamment, ce genre de choses. Et c'est pas déplaisant, mais c'est quand même un peu adolescent. Je pense que de la Bubble, on peut retenir la légèreté, n'est-ce pas? C'est très léger. Il y a pas vraiment. Il y a quelques enjeux, il y a l'animation. Enfin, esthétiquement, c'est très joli, très réussi. Ça bouge très bien. C'est assez rare pour être souligné parce que il y a beaucoup d'animés qui bougent pas bien, notamment les animés américains. Désolé. Et et celui-là, ça bouge très très bien. Après, voilà, sur le concept, il y a beaucoup de pistes qui sont un peu des cul-de-sac. Les héros sont très superficiels. C'est bon, voilà. Mais pardon. Ça se regarde sur quoi? Netflix. Ok. Ouais. Je suis complètement passé à côté. Je pense qu'ils ont un ciblage assez efficace. Même sur les vignettes, je sais pas si t'as remarqué ça. Ouais, ils changent les vignettes. Même entre moi et Cécile, on n'a pas les mêmes vignettes. Ouais, nous, c'est beaucoup de mecs qui s'embrassent curieusement, je sais pas pourquoi. Mais bon. C'est vrai en plus. Les 5 minutes les plus importantes de l'histoire de ce podcast, mesdames et messieurs. Waouh. On parlait d'obsession tout à l'heure, mais j'ai une toute petite obsession pour Dieter Rams, qui vient de fêter son 90e anniversaire. Et donc, Gary Hustwit a remis en gratuit son formidable documentaire sur Rams, que j'ai encore regardé. Et puis, j'ai aussi regardé un dessin animé qui est Final Space, qui est aux États-Unis et diffusé par la TBS, c'est une filiale de la Warner, et donc chez nous c'est diffusé par Netflix, qui est un truc qui a été créé par Holland Rogers, et ça m'amuse parce qu'il est né en 1987, et donc ça y est, on se met à consommer des choses qui ont été créées par des gens de notre génération. Je trouve ça, qui sont nés voilà à quelques jours de nous, donc je trouve ça intéressant. La boucle est bouclée. On est enfin vieux. Et non, c'est super marrant parce que ça a un côté. C'est évidemment complètement ça baigne dans Star Trek et un peu de Star Wars. Voilà tous les trucs avec lesquels on a grandi dans les années 90 et 2000. Et j'ai juste un commentaire à faire là-dessus. Et les gens qui l'auront vu sauront, et les gens qui l'ont pas vu devront aller voir pour comprendre. Chukiti Park. C'est tout. Et comment tu l'écris? Comme ça se prononce. Ok, c'est noté. Écoutez. Eh bien, tu parlais de Blanc-Bec né en 87, je parle de Blanc-Bec né en 94, Harry Styles. Wow. Ouais, je sais, ouais. Terrible. Le mec a déjà 4 maisons. Enfin bon, on va pas, on n'est pas là pour comparer. Il faut être content de ce qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose. Anywho. Donc il sort de One Direction, si j'ai bien compris. Il est sorti déjà il y a quelques temps. Le groupe a explosé quand Zayn est parti faire sa carrière solo, tu sais bien. Je vous crois. Bah oui. Et du coup, je pense que c'est pour le mieux. C'est un bon album dans le sens où... Non, je vais refaire ce que je viens de dire. C'est pas un très bon album. C'est pas un bon album. Harry Styles est intéressant parce que ma sensation, le sentiment qui m'anime quand je vois des personnes comme ça, comme Dua Lipa, comme les jeunes pop stars, c'est qu'elles sont là pour être la nouvelle machin, le nouveau machin. Ah oui. Et donc Harry Styles, c'est le nouveau David Bowie, très clairement. Et un peu de Mick Jagger aussi. Et du coup, les gens ne voient pas, mais j'ai les yeux grands écarquillés. Qu'est-ce qu'il raconte? D'horreur. Oui. Non, si, c'est ma conviction. Enfin, peut-être plus Mick Jagger que David Bowie d'ailleurs, dans les tenues de scène, dans le côté un peu outrancier, tout ça. Et c'est un bon album dans le sens où c'est une bonne copie de quelqu'un à qui on aurait dit fais un album intéressant en termes de production qui se réfère à ça, mais par contre derrière en termes de personnalité je trouve pas grand chose. Je suis effaré par la promotion qui est faite autour de cet album sur Apple Music.
Ah ouais, bah pour une fois, moi ça me change de l'urbain, je suis un peu content quand même. Oui. Parce que bon, je me sens pas très visé par... On parlait de Netflix qui change ses vignettes, bah c'est un autre niveau quoi. Ouais, mais on parlait de leur capacité à parfois passer à côté de certaines choses. Là, c'est incroyable. Enfin, ils sont allés jusqu'à produire un concert et tout. Enfin, c'est... Ouais. Là, Et pour le coup, c'est de... ce qu'un service de streaming peut venir apporter, quoi. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est vraiment très fort. Je pense que dans cette initiative-là, il y a la réincarnation un peu du Apple Music Festival, Oui. du iTunes Festival. Oui, il y a un côté très MTV dans l'esprit, ouais. Ouais. Mm. Et je pense que c'est bien, parce que pour le coup, c'était vraiment une super initiative, leur festival à la Roundhouse. Ils l'ont arrêté juste avant le Covid, c'était une prémonition impressionnante. Et le fait de le refaire vivre comme ça, bon, je pense que c'est une bonne idée. C'est bien. Oui, puis quelque part, tu peux le faire revivre toute l'année, quoi. Tu peux perler. C'est ça. Je crois que mon intuition sur l'importance du volet radio, là, j'en parlais il y a 2 épisodes, Oui. et de la programmation originale quelque part d'Apple Music, va se révéler être la bonne. Je le crois vraiment. Je crois qu'ils sont en train de nous refaire MTV. Et c'est bien. Je crois que c'est bien. On a besoin de ça. Ouais. En termes de sortie, récemment, il y a eu aussi le nouveau Moderate, la fusion de Mode Selector et... Putain, je sais te le dire d'habitude, évidemment, là, je le sais plus. Et puis alors, je vais pas t'aider. Hein. En plus, je sais... Attends, Moderate, je suis désolé. Pourquoi je me suis lancé là-dedans, moi? Rien ne sera coupé. La cruauté absolue. Mode Selector et Apparat. Apparat, mais évidemment, putain, stupide Arnaud. Donc en sortie récente, j'ai écouté More Data avec le premier A de Data qui est un 4, oui, de Moderate, groupe issu de la fusion entre Mode Selector et Apparat, comme chacun sait. Une sortie intéressante, très dans la veine de ce qu'ils avaient fait auparavant, c'est de l'électro facile à écouter, donc j'aime bien. C'est-à-dire que c'est un peu pointu, mais pas trop. Voilà, j'ai des analyses très profondes, n'hésitez pas à me faire appel à moi si vous avez besoin d'un avis éclairé sur une chronique en profondeur sur un sujet précis, car vous voyez à quel niveau je me situe. Oh, je crois que t'as le niveau pour faire critique au monde. Franchement, je crois aussi. Uh-huh. Ouais. Récente sortie également Dance Fever de Florence and the Machine. Une chanteuse qui m'intrigue pas mal. Je sais pas si je pourrais aller à un concert parce que ce type de voix très forte, très puissante et très spécifique aussi, je crois que ça me fatigue au bout quand même de 4-5 chansons. J'ai quand même écouté l'album parce que c'est de la bonne pop folk. C'est très intéressant comme de voir les influences qu'elle rassemble et la manière dont elle écrit. Je crois que les paroles sont vraiment bien écrites et que la musique suit bien ses paroles. Je suis sensible à ce genre de choses dans la musique, c'est l'harmonie en général de toutes les parties. Et là ça me frappe pas mal. J'aime bien. Bon, alors évidemment, c'est très... Il y a un petit côté New Age hippie sorcière, mais bon, écoute, on peut plus rien avoir de cool aujourd'hui à part ça, donc j'écoute ça. Et enfin, j'ai réécouté la BO du film Avalon de Kenji Kawai. Je crois que c'est un de mes films préférés. J'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu à l'époque. Quand j'avais 10 ans de moins. Et je l'ai revu régulièrement depuis. Je crois que j'ai écouté la BO avant de le voir. Ouais. J'aime bien faire ça. Ouais. Et je pense que quand je vois un film au cinéma ou à la télé, j'ai beaucoup de mal à réfléchir dessus parce que je découvre tout. Et c'est beaucoup de stimuli différents. Le fait d'écouter la musique avant me donne un fil conducteur qui me permet de suivre l'histoire plus facilement. Et c'est une BO que je trouve magnifique. J'aime beaucoup. Enfin, je suis arrivé à cette BO. En fait, c'est comme toi. En fait, je suis arrivé au film par la BO. Et j'ai découvert la BO par la soprano Elżbieta Torvanica qui travaille avec Zbigniew Preissner, qui est un compositeur polonais, et dont j'aime beaucoup le travail. Et donc, c'est par sérendipité totale que je suis arrivé à ce film-là. Et j'aime bien l'itinéraire aussi, j'avoue. Bon, alors moi j'ai écouté plein de choses pour des raisons qui deviendront évidentes dans quelques minutes. J'ai notamment écouté, il y a un tout petit EP de Norah Jones qui est sorti il y a quelques jours avec 2 reprises des Beatles. Et en fait j'avais complètement loupé, mais le 30 janvier elle a fait un concert à l'Empire State Building. Et donc le 30 janvier c'est l'anniversaire du dernier concert des Beatles, donc c'est marrant parce que c'est 2 concerts sur un toit du coup. Et avec Brian Blade à la batterie,
qui est toujours aussi formidable, et je vais avoir la chance de encore le voir en concert cette année. Je suis assez impatient, et j'espère vraiment que ça préfigure un album, parce qu'a priori tout a été enregistré. En tout cas, il y a les vidéos qui sont sur YouTube, et c'est en trio, donc juste voilà, Brian Blade à la batterie, un bassiste et Norah Jones au Rhodes, plus une choriste derrière. C'est super minimaliste, et elle a maintenant de plus en plus de fry dans la voix, donc c'est Oui, c'est vrai ça, j'ai remarqué. c'est incroyable, notamment la réentendre la réentendre chanter des morceaux de quand elle était jeune prime sautière, avec maintenant le côté c'est bon, j'en ai marre, je les ai chantés 1000 fois, et en plus il y a la voix qui a changé, et elle a changé d'instrument, puisque le piano électrique c'est quand même pas tout à fait la même chose que le piano acoustique. C'est assez formidable, donc ouais, j'espère vraiment que ça préfigure un album complet. De manière assez surprenante, j'ai écouté beaucoup d'albums de guitare, et oui. je me suis rendu compte en fait que j'avais pas joué à la guitare depuis très très longtemps. Je suis pas certain de vouloir savoir combien j'ai perdu, mais ça m'a vraiment rappelé à quel point j'aime cet instrument. Il y a un truc que j'ai découvert complètement par hasard des recommandations d'Apple, qui est un diptyque de Mary Alvorson, qui est sorti un peu plus tôt dans l'année, donc 2 petits albums, Belladonna et Amaryllis, et les deux en fait peuvent s'entendre indépendamment, mais je crois que c'est quand même mieux quand ils s'entendent ensemble. Et puis il y a 3 albums que j'ai écoutés les uns à la suite des autres, et je trouve assez marrant de les mettre ensemble, et je pense que j'écrirai un truc sur le sujet. Mais Far Star de Gilad Ecclesman, les Solo Suites de Beryl Lagren, et puis l'album éponyme de John Scofield. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on a 3 guitaristes de jazz à 3 moments de leur carrière. Gilad Ecclesman qui commence, et qui est un truc qui est très frais, très moderne, où la guitare est alors c'est pas un virtuose quoi, donc la guitare est assez minimaliste, et on est juste dans ce jazz là qui est un peu au confluent du hip-hop et de l'R&B. Les Solo Suites de Beryl Lagren, où c'est Beryl Lagren qui est quand même un des plus grands virtuoses de la planète, et qui vient infuser avec du jazz manouche, mais qui en même temps a juste plus rien à prouver, donc il passe moins en force, et on sent aussi qu'il vieillit, donc il y a des choses qu'il aurait pu faire il y a 20 ans ou il y a 30 ans qu'il peut plus faire aujourd'hui. Et puis Scofield, qui est à la fin de sa carrière, qui lui, clairement, il a plus les doigts qu'il avait il y a 50 ans, et donc qui passe beaucoup plus par la mélodie, et beaucoup moins par la vitesse. Et où c'est fascinant vraiment d'écouter comme ça cette progression. Alors, du coup, pas avec le même artiste, et dans 3 genres de jazz différents. Mais je trouve ça... on a toute la palette de la guitare, là. Et puis complètement au hasard, là, pour le coup, des recommandations de Bandcamp, et non pas d'Apple Music. Je suis tombé sur une saxophoniste britannique qui s'appelle Emma Rowich, et je suis sûr que j'ai mal prononcé son nom. Donc tout est dans la description. Ça s'appelle Incantation, et je crois qu'il faut l'écouter même si on n'aime pas le jazz, parce que c'est un truc pareil qui est pas du tout jazzeux. C'est plus de la hip-hop ou de la pop urbaine jazzifiée qu'autre chose, et elle est juste impressionnante au sax. Enfin, tu fais comment cette petite personne, parce qu'elle est pas très grande, peut envoyer autant d'air dans cet instrument avec autant de puissance et autant de maîtrise. C'est chouette. Ok. Lire ? Écoute, j'ai décidé aujourd'hui, dans cet épisode, de te laisser le champ pour lire, parce que je suis toujours en cours de lecture et que j'ai pas avancé plus que ça. Enfin, j'ai pas fini en tout cas les bouquins que j'ai commencé, donc voilà. Ça arrivera un jour, je le sais. Je vais être rapide aussi, parce que comme j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai pas lu beaucoup. Je mettrai dans la description du podcast un lien vers un article qui s'appelle When Everything is Important, but Nothing is Getting Done, qui est un truc ultra long, mais sur des questions de productivité. Le genre d'article que je dis qu'il faut pas lire et je dis qu'il faut pas écrire. Mais je crois que là, pour le coup, il est bien écrit. Et c'est vraiment un truc qui est très très long. Enfin, c'est presque un livre blanc, quoi. Et je trouve ça assez intéressant sur la question de la priorisation. Cet effet tunnel qu'on peut avoir parfois en entreprise, où tout est important et tout devient tellement important qu'en fait, rien n'est important. Et pourquoi c'est important de retrouver la capacité de dire non, ça évidemment que c'est important, que c'est crucial, mais si on le fait pas, c'est moins grave
que si on fait pas telle autre chose. Et donc être capable, dans ce monde où tout est important, de dire qu'il y a des choses qui le sont quand même moins que d'autres. Et puis sinon, j'ai commencé à lire Indépendance, qui est le nouveau Javier Cercas, que je crois que c'est la première fois que j'achète un livre le jour de sa sortie. Et j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur il y a quelques jours et de discuter un peu avec lui. Et souvent on dit ne rencontrez pas vos héros. Eh ben en fait si. En fait si, rencontrez vos héros parce que c'est bien. Et voilà, on a parlé peut-être 2-3 minutes, pas plus, mais c'était vraiment sympa. Et puis c'est un auteur qui est intéressant parce que c'est un journaliste de profession et qui manipule beaucoup l'idée de vérité, et donc il écrivait des romans qui sont quasiment des enquêtes journalistiques, et où il se mettait en scène en tant qu'auteur, et donc on avait l'impression finalement de lire une enquête journalistique, et on se demande toujours où est la fiction. C'est-à-dire quand l'auteur dit qu'il a fait ceci ou cela, qu'il a visité telle ou telle personne, ou qu'il y a telle coïncidence, tel rebondissement dans l'intrigue, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est du roman? Et là, dans cette donc Indépendance, qui est le deuxième tome d'une trilogie de romans policiers, là on retourne la chose, où pour le coup on sait qu'on est dans la fiction, c'est un roman policier bête et méchant, mais où en même temps il y a des références à des faits réels, et on voit dans le deuxième tome Javier Cercas, qui est donc mentionné comme un auteur de livres, et donc là on se demande finalement où est l'inverse, quoi, où est la réalité dans la fiction. Et je trouve ça très intéressant. On a beaucoup écrit, enfin Umberto Eco, faut relire Eco sur le roman, quoi. On a beaucoup écrit sur le roman et la capacité que la fiction a de nous faire interroger la réalité et la vérité. Et où là, c'est ce que fait Cercas sur l'ensemble de son œuvre, quoi. C'est ça, finalement. Mais pas dans des longs traités philosophiques ou dans des longs essais. Il le fait avec le matériau lui-même. Il se réfère beaucoup à Madame Bovary, et je crois qu'on en est là. Je crois qu'on en est sur l'ensemble de son œuvre. Je crois qu'on en est à ce genre de sommet de littérature. Ça commence à devenir franchement impressionnant. Ok. Et le mec reste super accessible. Ouais. Si un jour j'ai la chance d'être célèbre, j'espère être capable de ne pas prendre la grosse tête comme il en est capable. C'est assez... Ouais. Ok. Ça se voit qu'il a été impressionné. Oui, mais c'est bien. Ça fait plaisir à entendre. Ça m'embête de passer à des choses aussi prosaïques que acheter. Ah oui. Écoute, on parlait d'énergie et de presque comme du sport. J'ai acheté un vêtement de sport, Anthony. J'ai acheté un maillot de sport parce que depuis j'ai fait 4 séances maintenant depuis le début du mois de ce qu'on appelle Dynamo. Est-ce que j'en ai déjà parlé ou pas? Non. Ouais. Alors, il faut que tu imagines le sport le plus bobo qui existe au monde. Faire ses courses chez Monoprix, pardon. C'est encore pire que ça, Anthony. Donc, tu es dans une pièce noire, éclairée de quelques bougies et éventuellement de 3 spots de temps en temps. Tu as plein de vélos fixes et pendant 3 quarts d'heure, avec la musique à fond et les encouragements d'un coach, tu te défonces sur ce vélo. Ah ouais, donc Soul Cycle, quoi. Exactement. Oui, je savais pas que tu connaissais le principe de... Moi, je découvre tout ça. D'accord. C'est vraiment très intéressant parce que... Bon, alors, moi, ça me fait du bien parce que je me rends compte que je me dépense pas assez dans la vraie vie. Même si je fais du vélo et tout ça, c'est souvent des vélos électriques en plus, donc c'est quand même pas un effort de ouf. J'essaie de prendre un peu des vélos verts maintenant, mais ça me fait mal au dos, donc voilà. Le mec, il y a rien qui va. Et du coup, c'est un bon moment pour... Enfin, je me rends compte que ça me fait du bien. Mais c'est fascinant de voir le culte, en fait. Non, mais je suis désolé. Enfin, toi, c'est les vélos, moi, c'est les religions, tu vois. Mais c'est une religion. Genre, déjà, ça commence par Soul Cycle, forcément, tu vois. Et ensuite, genre, t'as une... Je sais pas, c'est une séance où on te vend, en tout cas, quelque chose qui est une expérience spirituelle presque autant que physique. Oui. Et ça me fascine, parce que je crois que les coachs, ils croient vraiment, ou en tout cas font bien semblant.
Et peut-être qu'ils n'ont pas entièrement tort dans un certain point de vue, parce qu'il y a un moment où, si tu veux aller plus loin et te dépasser, il faut effectivement mettre un peu d'énergie spirituelle là-dedans. Mais c'est du vélo, quoi. Et tu bouges même pas, genre tu avances pas. Donc c'est quand même... faut quand même s'arc-bouter un petit peu, spirituellement parlant, pour arriver à... je sais pas. Donc... c'est très intéressant. Il y a même un culte du coach lui-même. D'ailleurs, tu le vois, tu le vois chez Peloton ou même chez Apple Fitness, quoi. Où le départ d'un coach chez Apple Fitness, c'est un psychodrame, quoi. Et même à mon niveau, alors sur Apple Fitness, je regarde des trucs de méditation notamment, et il y a des coachs que je préfère à d'autres, quoi. Et donc il y a, alors que c'est par écran interposé, il y a un rapport à travers la pratique, il y a un rapport très physique, quoi. Parce que quelque part, tu fais confiance enfin, quand le coach te dit de faire ceci ou faire cela, tu t'acceptes de lui faire confiance et quelque part de lui déléguer une partie de ton pouvoir décisionnel. Enfin, c'est pareil Enfin, c'est pareil quand t'es le cul sur un vélo, quoi. Pour avoir fait du vélo en club, quand on te dit si tu vas pouvoir grimper cette côte alors que ça fait déjà 80 bornes que t'es sur le vélo et que t'en as ras-le-bol, et que une fois que t'es arrivé là-haut, tu te dis ah oui, finalement t'avais raison. Et toi qui est pas dans mes jambes, finalement tu connais mes jambes mieux que moi, c'est assez intéressant. Donc je suis pas... Moi, ce qui me surprend dans le Soul Cycle, c'est le côté... Enfin, c'est l'ambiance, quoi. C'est le côté... il faut se plonger dans le noir et dans... Comme si, finalement, fallait oublier qu'il y a des gens autour de toi, que c'est une expérience collective, quoi. Oui. Et que t'aies justement ce contact que tout le monde soit focalisé... En fait, tout le monde est focalisé sur la même personne. Et donc, quelque part, il y a... au lieu d'être ensemble en groupe, il y a T'es tout seul ensemble. C'est ça, t'es tout seul ensemble, exactement. Ouais, c'est très bien dit. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de petits paradoxes comme ça. Le fait que c'est purement physique, mais il n'y a pas de physicalité dans un sens, parce que tout est noir. Le fait que on t'interdit quasiment même on t'interdit tout court de parler avec le voisin ou la voisine. Et par contre, c'est sentir l'énergie de tous, du groupe, nanana. C'est très curieux. C'est le système capitaliste fait sport. Je crois que c'est ça. Je pense vraiment qu'il n'y a pas, que c'est pas abusif d'en parler. Je pense que c'est une forme de culte d'une religion du corps. C'est ça, ou de l'homme, de l'homme humain, quoi. C'est ça qui me fait un peu chier, c'est que j'ai pas envie de sacrifier à ça, mais ça me fait quand même un peu du bien, quoi. Fait chier. Non, tu es en train de devenir Liz Lemon et ça me... Oui. Liz Lemon. Il faut que je regarde à nouveau 30 Rock. T'as raison, putain, c'est un bon point, faut que je regarde à nouveau. Est-ce que c'est tout le monde qui est comme ça ou est-ce que c'est juste moi, tu vois? Est-ce que tu pars avec des principes vaillants comme tout et en fait dans la vie tu te rends compte que tu te prends tellement... Enfin, tu changes d'avis complètement, limite, tu fais limite 180 degrés à la fin par rapport au début? Ou est-ce que c'est juste moi qui transite sur tout? Non, je crois qu'on est tous comme ça. J'aimerais te dire que je suis différent, mais non. Non. Je mange même des légumes. Mais tu me diras moi aussi, hein, tu m'aurais dit il y a 5 ans, mais depuis que c'est possible avec mon entreprise de commander facilement des trucs à bouffer et que du coup je peux ranger vegan comme je veux, au moins un jour par semaine je mange que des légumes, effectivement. De manière affreusement plus prosaïque, j'ai acheté une paire d'écouteurs. Filaires. En 2022. Ouais. C'est une paire d'écouteurs FiO FH3, c'est des écouteurs intra-auriculaires. Et tout simplement parce que j'en ai ras-le-bol des écouteurs Bluetooth qui refusent de se connecter ou se connectent à la 5e fois et se déconnectent quand t'as le malheur de mettre pause. Enfin, c'est bon, quoi. J'en ai soupé du sans-fil. J'avais déjà très largement abandonné pour les claviers, les souris et tout ça. Dans les tests de souris trackpad, je conseille systématiquement d'utiliser, quand c'est possible, le dongle qui est fourni par le fabricant parce que ça marche, tout simplement, contrairement au Bluetooth. Et surtout dans le cas des écouteurs, ce que je trouve doublement embêtant, c'est notamment les problèmes de fiabilité, mais surtout ce qui se passe quand la batterie meurt.
Oui. Où tu te retrouves avec une centaine de grammes de plastique dont tu ne sais que faire. Et dont pour le moment... alors chez Apple, il y a un petit peu de recyclage, mais chez les autres, c'est déjà moins sûr. Et j'ai beau y avoir fait... c'était compliqué, ça, comme... ça fait beaucoup de verbes dans une seule phrase. C'est audacieux, c'est audacieux. J'ai beau avoir écrit un guide sur le sujet, sur Je veux le top, je vois pas finalement de grande différence de fiabilité entre les différents fabricants. À la fin, la conclusion, c'est toujours la même, c'est que le Bluetooth, ça marche mal. C'est vrai. Ça marche très bien quand ça marche, le problème c'est que ça marche pas souvent. Et puis surtout que voilà, les batteries au lithium, c'est des batteries au lithium et qu'elles finissent par crever. Et que c'est pas le cas. Là, voilà, mes AirPods sont morts, je suis allé chercher dans un carton des écouteurs qui étaient des écouteurs de mon iPhone, je sais pas, 6 ou un truc comme ça, quoi. Et ils marchaient, eux. Et du premier coup, quoi. Donc au bout d'un moment, tu te poses des questions, quoi. Alors c'est vraiment marrant enfin, il y a une coïncidence assez rigolote parce que j'ai perdu mes AirPods Pro. Ce qu'Adrien m'avait offert. Je n'ai pas encore osé lui dire. Et du coup, je me sens trop mal. Coucou Adrien. Coucou. Il nous écoute pas heureusement. Mais je vais lui dire un jour. Et du coup, pareil, j'ai ressorti les AirPods avec Lightning là. Les mêmes. Ouais. Quand même, je crois que je préfère les AirPods. Ah non, mais niveau qualité sonore, on est d'accord. Et puis. Non, pas que. C'est-à-dire que, enfin, là, tu vois, j'ai fait une mini course à vélo, je suis revenu, je me suis pris le câble dans la selle en sortant. Bon. Ouais. Ça m'arrivait tout le temps, ça c'est vrai, avec les anciens écouteurs, je me rappelle maintenant, et j'avais oublié. Et aussi, les câbles s'enroulent toujours d'une manière imprévisible, et ça m'ennuie un peu. Ah, ceux d'Apple défient la physique, c'est incroyable. On est d'accord, il y a quelque chose qui se passe, je sais pas. Je pense qu'il y a une réalité parallèle dans laquelle tu vois quelqu'un qui les emmêle et tout ça arrive dans ta poche. Et... J'ai un sac dans lequel j'ai tous les écouteurs filaires que j'ai amassés au fil des années de faire des tests. Je pense que ce sac devrait être étudié par des spécialistes de physique quantique. Je pense qu'il se joue des choses là-dedans. Vraiment. Ouais, il y a moyen. Non, c'est incroyable. Mais tu vois, on en a discuté longuement dans ce podcast, c'est quand même pas la première fois qu'on en parle, mais le côté je branche, il se passe immédiatement un truc. Ouais. Ça rachète le côté, oui, mais parfois, tu vas chercher les écouteurs dans ton sac et ils sont enroulés en boule. Si j'ai le choix, si tu veux, entre passer 30 secondes à dérouler un câble ou passer 5 minutes c'est ça. à désappairer, réappairer, mettre en mode avion, sortir du mode avion, machin, truc muche et j'ai raté mon tram, je préfère encore passer 30 secondes à dérouler un câble. Titre. Et c'est... Ouais. Ouais. Je sais. Mais 30 secondes, c'est peu. C'est la nature de la technologie qui veut ça. Enfin, je pense que toute la technologie, dans sa vaste acception, c'est que c'est quel compromis tu acceptes. Oui. Non, mais, au final. Ouais. Sans vouloir radoter, quoi. Mais à chaque fois qu'on gagne un truc, on en perd un truc, quoi. C'est ça. Je sais que dans le dernier épisode, t'as voulu faire un sujet très compliqué parce que tu te sentais un peu ambitieux. J'ai essayé. C'est à cause du Soul Cycle, ça, tu vois, à repousser mes limites et des fois c'est une mauvaise idée. Non mais maintenant je comprends ce qui s'est passé, je comprends mieux. Mais tu vois, moi je connais mes capacités, surtout à la veille d'une WWDC, donc je me disais qu'on allait faire un truc facile. Et en fait, ça fait quelques temps que je me pose des questions sur mon rapport à certaines applications, notamment aux applications par défaut. Et donc il y a quelques mois, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, on a un dossier de notes partagé avec Arnaud, dans lequel on note nos idées pour les prochains podcasts. Parfois il y a des trucs qui restent 6 mois dans notes et qui finissent par être jetés, puis parfois il y a des choses qui sont notées la veille d'un enregistrement et qui finissent par devenir le sujet principal. Et ça c'est plutôt quelque chose qui a été écrit il y a des mois, et donc je disais progressivement, je reviens aux apps de base. Notes au lieu de Bear, rappel au lieu de Things, podcast au lieu de Pocketcast, mail au lieu de Spark, etc. Je sais que ça m'enferme dans l'écosystème Apple, mais premièrement, je sais en sortir facilement, et deuxièmement, au quotidien, c'est plus simple.
Sur le plan professionnel, accessoirement, ça me permet de mieux connaître la plateforme sur laquelle j'écris, et puis quelque part, ça dégage de l'espace pour des outils encore plus spécialisés, notamment pour la gestion de tâches. Sauf que le Anthony d'aujourd'hui, il n'est pas d'accord avec le Anthony d'il y a 6 mois. Je me disais que j'avais du mal à te reconnaître dans cette affirmation. Je comprends la démarche intellectuelle, mais quelque chose cloche. Quelque chose cloche, et j'aimerais t'entendre dire ce qui va pas. Et si tu veux, c'est rare que je sois pas d'accord avec moi-même, parce que je fais en sorte de maintenir une certaine cohérence, mais agressive, quoi. C'est-à-dire que quand il y a des choses que je dis, alors que j'en crois pas un mot, mais que c'est pour gagner un argument, je finis par adopter cette position par pur mépris, quoi. Tu vois, je suis comme ça. J'entends. Il est un peu hargneux parfois, le mec. Mais surtout, ça, en fait, c'était un truc... En fait, quand j'ai écrit le bouquin sur Monterey l'an dernier, je me suis rendu compte qu'il y avait des pans entiers de macOS que je connaissais pas. En tout cas, que je connaissais moins bien. Notamment, ça a été très pénible de mettre à jour le chapitre sur Note, parce que c'est pas une application que je pratique. Ouais. C'était très compliqué d'écrire le chapitre sur Rappel, parce que c'est une application que j'ai pas utilisée depuis iOS 7. Et j'ai toujours pas écrit un chapitre sur Podcast, alors que cette année, j'aurais aimé écrire un chapitre sur Podcast, puisqu'il y a maintenant le service d'abonnement d'Apple. Et donc ça va devoir attendre la prochaine édition du bouquin, donc avec le prochain macOS en septembre-octobre. Ouais. Et donc, j'avais fait ce grand mouvement de balancier qui était de dire, je lâche Bear, j'installe Note, je lâche Things, j'installe Rappel, et notamment tout le bouquin, toutes les tâches du bouquin sur mon trait. Elles étaient dans Rappel, et donc quelque part j'ai dogfoodé mon chapitre, quoi. Et donc je pense que mon chapitre sur Rappel est super parce que il y a des astuces qui procèdent aussi de la frustration de l'utilisateur, quoi. Chose que tu retrouves pas dans les rares articles qui ont été publiés un peu rapidement sur Rappel cet été par des gens qui ont pas la même densité dans le travail parce que ils écrivent pas un livre, quoi. Ils écrivent des articles au fil de l'eau. Et même chose pour podcast, quoi. Il y avait un côté Pocket Cast m'embête aussi depuis qu'ils ont été rachetés par Automatic, parce que je crois que c'est dangereux d'avoir aujourd'hui une boîte comme Automatic qui a WordPress, 45% des sites web publics, Simple Note, Pocket Cast, WooCommerce, et j'en passe. Et voilà, on a créé un monopole, et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un monopole avec un type sympathique à sa tête que demain ça peut pas être un monopole comme tous les autres monopoles, quoi. Exact. Et donc c'était aussi un moment où je regardais les autres applications de podcast, et donc je m'étais dit je vais regarder Podcast, quoi, l'application d'Apple. Mais sauf que aujourd'hui j'utilise Bear et IA, puisque j'ai laissé tomber Ulysses qui est lourd, qui est de plus en plus lourd de version en version, et IA, en fait, qui était un truc très très simple à la base, IA Writer, a tout pompé sur Ulysses. Et donc maintenant, c'est Ulysses, mais léger. Ça, c'est un sacré changement quand même, parce que Ulysses, j'ai toujours vu sur ton écran iPhone, iPad, Mac, j'ai toujours vu cette application. Depuis toujours. Et puis toujours. Avant Ulysses, quand c'était Daedalus Touch, toujours. Ah ouais. Je suis revenu à Things pour les rappels. Ok. Ça, je comprends. Tu m'as un peu convaincu à Things, j'avoue. Je n'en parlerai après si tu veux. Je suis revenu à Spark pour les emails. Ok. Alors, je suis revenu... le problème des podcasts, c'est que je change de lecteur de podcast tous les 6 mois, mais je suis revenu à Overcast pour le moment. Et donc, ça me posait question sur le choix de facilité, le bon choix, la fast fashion, le prêt-à-porter, le sur-mesure, le gratuit, le payant. Parce que un des grands avantages d'utiliser les applications par défaut, c'est aussi que quelque part elles sont gratuites, ou que le coût est compris dans le coût de l'appareil, quoi. Exact. Alors que là, Bear, c'est une quinzaine de balles par mois, Things, ça doit être 50 ou 60 euros, je crois, pour les 3 applications. Overcast, si tu veux pas la pub, ça doit être une dizaine d'euros par an. Bear, j'ai dit une bêtise, c'est 15 euros par an. Et Spark est gratuit, mais voilà, quoi. Et ou pareil, le côté le tout Apple, ou les petits artisans du développement, de préférence européen, parce que pour moi c'est devenu un critère de choix. Et donc il y a toutes ces questions qui me... Et donc je voulais savoir ce que t'en pensais, toi. Je trouve que c'est une discussion fascinante, petit 1, et en termes d'introduction.
C'est une vraie question. Je me posais un peu le même type de... Enfin, de manière parallèle, je me posais un peu le même type de questions quand j'ai voulu faire des comparaisons d'achat de vêtements pour l'été, pour renouveler ma garde-robe. Mhm. Car maintenant que je commence à être bobo à 100%, il faut quand même que j'aille au bout de la démarche. Donc ça passe aussi par enfin, l'habit fait le moine, comme on sait, quoi. C'est à la fois étonnamment simple et extrêmement compliqué dans les conséquences. C'est-à-dire que dans la simplicité du raisonnement de base, fondamental, c'est que on peut utiliser facilement les applications fournies sur l'ordinateur pour la bonne et simple raison qu'elles sont sur l'ordinateur. Oui. Et que de toute façon, c'est des choses qui sont, comme tu disais, gratuites, clés en main, entre guillemets, elles viennent avec l'ordi. Et c'est même, j'irai un peu plus loin, la raison pour laquelle, dans un sens, tu achètes le produit Apple. Oui. Parce qu'il vient avec tous ces logiciels et ça a toujours été vendu comme ça. Et que ces applications, elles sont... Ouais. Elles sont multiplicatives. C'est-à-dire que quand tu utilises Note et Rappel, Ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est mieux que d'utiliser Note et Things. Ou Bear et Rappel. tout à fait. Il y a une cohérence qui n'existe nulle part ailleurs. Mm. Et qui, enfin, de toute façon, c'est aussi ça enfin, on parle et surparle d'écosystème Apple, c'est aussi ça, quoi. Oui. C'est entre les applications elles-mêmes. Le souci que ça pose, c'est que des fois, il y en a qui sont juste merdiques. Généralement, elles sont toutes réussies. Et je parle surtout sur le côté créatif. iMovie, enfin, je pense, il n'y a pas d'outils équivalents sur PC. Genre, même les toutes payants sont pas à la hauteur, quoi. C'était quoi Pinnacle Studio pendant un temps, Pinnacle c'est ça Studio, mon Dieu, oui. Qui était quand même très cher parce que, enfin, et pour un résultat comparable, mais quand même un peu en dessous, quoi. GarageBand, quoi. Je veux dire, GarageBand. Enfin, genre, j'aurais pas fait de musique sans GarageBand. Non, c'est très puissant, mais effectivement, il y a des fois où c'est raté. Et je suis désolé de le dire en tant que vieux réac, mais j'ai l'impression que c'était un peu mieux avant, et qu'aujourd'hui, on voit plus souvent d'applications un peu ratées, parce qu'aussi, peut-être Apple en fait plus. Elle fait plus d'applications qu'auparavant. Ah oui. Et je crois qu'il y a ce changement-là qu'il faut prendre en compte aussi, c'est qu'avec iOS qui est venu, ils ont été contraints de fournir une offre de base plus étoffée. Et c'était moins le cas avant que sur Mac, où au contraire, c'était peut-être même plus, l'accent était plus sur les développeurs indépendants qui étaient là en complément indispensable de la machine. Oui, et je pense que ce qui a changé aussi, c'est que Mail, par exemple, qui est un peu l'application centrale dans macOS 10, si cette application était si complète et si aboutie, c'est parce que c'était une application dans laquelle Jobs passait ses journées. C'est ça. Et donc c'était le client mail fait pour Jobs. C'est pour ça qu'il y avait aussi la prise de notes et qu'il y avait les flux RSS dans Mail, parce que c'était Jobs qui prenait des notes et qui lisait ces flux RSS dans Mail. Mm. Et je doute pas que Tim Cook passe sa vie sur un iPad et que c'est pour ça qu'ils mettent le paquet sur l'iPad. Enfin, on l'a déjà dit 100 fois, quoi, mais les biais de la personne influent sur les biais de l'entreprise, quoi. Forcément, c'est l'ADN qui infuse comme ça, bien sûr. Mais je crois aussi que ce qu'ils ont appris à faire, c'est à créer leurs applications en fonction d'une persona, quoi. Pas plus en fonction d'eux-mêmes. Et c'est bien parce que quelque part, ça avait aucun sens de prendre des notes et de lire les flux RSS dans Mail. C'était n'importe quoi. Absolument aucun sens. C'était n'importe quoi. C'était évidemment n'importe quoi. Mais le degré... C'était très étrange. Non, mais... Incroyable. Mais le degré d'intégration, si tu veux, le degré de polish, quoi, montrait que voilà, que c'était pas pour rien, quoi. Ouais. Et donc je crois qu'ils ont gagné en cohérence. Parce que voilà, toutes les applications, elles sont faites pour iPhone, iPad, Mac, parfois Apple TV. Elles sont faites pour fonctionner avec iCloud. L'important, c'est qu'elles soient tournées vers le nuage. Et elles sont faites finalement pour convenir à tout le monde et personne à la fois. Et donc on a gagné en cohérence et en malléabilité, mais on a perdu en degré d'aboutissement, quoi. C'est-à-dire que ces applications, elles sont un peu moins bien polies, un peu moins bien faites. Elles ont peut-être un peu plus d'aspérité, mais comme elles ont un peu plus d'aspérité, tu peux plus facilement t'y accrocher. Tu vois, c'est le revers de la médaille, quoi. C'est ça. En fait, sur le choix des applications et l'usage que tu fais de ton appareil, ça dépasse évidemment Apple, mais c'est particulier dans le cas d'Apple, parce que, encore une fois, l'offre de base est puissante. Enfin, je pense pas que sur les appareils Android, on ait tout à fait le même rapport, même ratio, en fait, entre applications maison et
est produit, quoi. Ouais. À mon avis, il y a deux facteurs qui entrent en compte. C'est déjà le compromis, comme on disait sur la technologie en général. Enfin, là, ça joue à plein, quoi. C'est qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour quelle dose de confort, de sécurité ou autre chose. Donc, par exemple, le fait que ça existe déjà sur l'application, enfin sur l'appareil, permet d'avoir plus de simplicité, c'est sûr. Mais derrière, si ça fait pas toutes les choses que tu veux, est-ce que tu es prêt à sacrifier ça ou pas? C'est ta question qu'il faut te poser, quoi. Et il y a aussi, je pense, le degré d'engagement. On utilise les applications comme outil pour signifier quelque chose aussi. Et si par exemple tu crois très fort dans la vie privée, tu vas peut-être avoir plus envie d'utiliser les applications Apple pour cette raison, parce que c'est le même constructeur, parce que c'est la même plateforme, et il y a plus d'intégration potentiellement, donc c'est plus fiable. À l'inverse, si tu veux soutenir un développeur indépendant local, tu vas plutôt essayer de chercher un petit peu un équivalent déjà de ce qui existe, même si c'est potentiellement un peu moins bien, mais ce sera ta première initiative pour aller chercher quelque chose, quoi. Mais en même temps, c'est la tension, parce que ce qui a fait le Mac aussi, c'est les développeurs tiers. Bien sûr, bien sûr. Et tu peux pas comprendre le succès de l'iPhone sans comprendre l'App Store. Et donc tu te dis, ok, donc Note, Rappel, Podcast, Mail, enfin tous ces trucs-là existent. Ils sont là, ils sont intégrés à l'appareil, ils sont super bien intégrés parce qu'Apple fait le job correctement. Les applications bossent ensemble, elles sont capables d'échanger des données, elles fonctionnent avec iCloud, il y a une version web sur iCloud.com. Tout ça. En même temps, il y a un monde fantastique en face, quoi. Avec des développeurs indépendants. Encore une fois, j'essaye, moi, de trouver maintenant des développeurs... voilà, si j'ai le choix entre une application américaine et une application européenne, je prends l'application européenne à condition qu'elle soit pas complètement dégueulasse. Et c'est pour ça, par exemple, que côté podcast, pour le moment, j'utilise une application américaine parce que j'ai pas trouvé de client, de podcatcher européen potable. Au bout d'un moment, le Mac ou l'iPhone, c'est aussi une boîte dans laquelle t'installes des applications tierces, quoi. C'est aussi fait pour ça, quoi. Bien sûr. Sinon, on n'aurait pas tous ces débats qu'on a sur l'App Store et qu'est-ce que c'est qu'un monopole et un monopsone et qu'est-ce que c'est, à quoi sert la Commission européenne et le Sénat américain et tout ceci, quoi. Et puis tu l'as bien dit, quoi. Tu parlais de signifieur. Enfin, au bout d'un... Sortez vos bingos. Au bout d'un moment, un outil, ça influe sur l'usage. Énormément. Mais tout comme un CEO influe sur l'entreprise, c'est le même type de relation. Et... Parce que l'entreprise est l'outil du CEO. Oh okay. Oui. Et je sais pas, quoi. Enfin, pour avoir écrit un bouquin avec Rappel, c'est pas tout à fait pareil de gérer tes tâches dans Rappel et de gérer tes tâches dans Things. Et je crois que certains des chapitres... les nouveaux chapitres du bouquin cette année sont un petit peu plus mécaniques, sont un petit peu plus linéaires, parce que Rappel est un peu plus mécanique et un peu plus linéaire. J'y crois à ça. C'est certain, ouais. Bien sûr. La vraie question, je pense que c'est... moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je pense que l'écosystème d'applications tierces indépendantes, justement, c'est ça le problème. Est-ce que c'est vraiment le cas? Sur Mac, c'est à peu près sûr, même si aujourd'hui, quand même, le Mac, en termes de sécurité, de certificats, de développement, tout ça, commence à serrer un peu la vis. Oui. Sur iOS, c'est quand même... Enfin, on a vu les mesures arbitraires, quoi. On a vu les mesures prises pour apaiser les gouvernements. Ça me rassure pas énormément sur la possibilité de créer des choses vraiment, au final, humaines, en fait, sur iOS. Des alternatives... déjà, il n'y a pas la possibilité de faire des choses qui sont aussi bien intégrées que celles d'Apple. Oui. On le sait. Donc, il y a forcément des compromis là-dessus, des choses à lesquelles tu as renoncé. Et même s'ils ont un petit peu avancé sur le sujet, tu ne peux toujours pas changer les applications par défaut. Exact. Et je pense... je serais assez convaincu que ce sera jamais le cas, en fait. En tout cas, pas de la même manière que sur Mac. C'est ça. Et même sur Mac, c'est déjà en train de changer un petit peu. Sur certains points, ouais, il ferme aussi. Donc, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est que, autant la fermeture matérielle, j'ai jamais été... les peu de choses que j'ai essayé de réparer, c'était souvent un peu un fiasco, donc je suis pas très... voilà. Mais la fermeture logicielle est beaucoup plus problématique. Parce que derrière, évidemment, ressortez les cartes de bingo. Mais qu'est-ce qui va arriver si on a un système pour la réalité augmentée, par exemple, ou enrichi, ou virtuel? On a vraiment coché toutes les cases. Voilà, on est bon, Je suis fier de nous.
Donc c'est ça, c'est mon inquiétude. Après, sur ta comparaison avec la fast fashion m'intéresse beaucoup. J'ai été sur le site Shein récemment parce que j'étais très curieux de voir de quoi on parlait. Mais en fait, c'est AliExpress en fait ce truc. Ah, c'est le AliExpress des fringues. C'est atroce. Je sais pas. L'existence de cette application, enfin de ça en tant qu'application me pose problème très clairement. Mais je me demande qu'est-ce qui a poussé toi cette comparaison, parce que entre l'offre de base intégrée et l'offre on va dire indépendante, tu voyais une troisième possibilité un petit peu? Je sais pas, mais je pensais par exemple à Ulysses ou à Things. Ouais. Ces applications dont je connais les développeurs. Ok. Quand j'ai besoin d'une fonction, je leur envoie un mail. J'ai une réponse, parfois négative, souvent positive. Je peux pointer du doigt des choses dans Things, dans Ulysses, dans Bear, dans Pocket Cast, qui sont des choses où, à la fin, c'est moi ou un collègue, on a envoyé un mail, on a fait une remarque, et dans la release d'après, la remarque était prise en compte, quoi. Ouais. Le nombre d'applications où moi et mes collègues, on a contribué à leur traduction, quoi. et donc ça, c'est du sur-mesure, quoi. Ulysses, dans Ulysses, il y a carrément un thème qui s'appelle Metro Zen Dodo, quoi, qui est violet et rose, et qui est un truc que j'ai fait moi, hein, mais qui est un truc distribué officiellement par Ulysses sur son site que tu peux installer dans ta propre copie d'Ulysses, et c'est mon environnement d'écriture, quoi. C'est le mien, quoi. Ça, c'est du sur-mesure. Ouais, je confirme. Ouais. Dans Bear, il y a 2 thèmes violets. Un thème sombre, un thème clair. Dans Things, il y a des placements de boutons qui ont été changés de 3 pixels parce que j'ai fait la remarque dans une bêta que quand il était là plutôt que là, ça provoquait telles interactions, tel machin, tel truc muche. Quand tu utilises Note ou Rappel ou Mail ou je ne sais quoi d'autre, tu utilises alors je sais pas si c'est de la fast fashion ou du prêt-à-porter, mais tu utilises un truc qui a été fait pour tout le monde, quoi. C'est du one size fits all. Et donc, quelque part pour personne. Et je dis pas que c'est mal et que ça ne fonctionne pas. Elles sont superbes et elles fonctionnent très bien, ces applications. Mais est-ce qu'elles fonctionnent pour moi, pour toi qui nous écoute en ce moment même? Est-ce que c'est vraiment l'application adaptée? Et donc, à quel moment il faut que tu prennes la décision de quitter une application de base pour aller vers une application tierce qui est plus adaptée à toi? Comment il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire d'un coup en quittant toutes les apps? Parce que voilà, quand tu quittes Note, tu affaiblis Rappel, tu affaiblis Mail, tu affaiblis Safari. Et pas seulement, toutes les interactions Siri, tout ça. Mais oui. Et donc quelque part, quand tu prends cette décision-là, c'est comme si t'avais mis un coup de doigt sur un domino, quoi. Les autres dominos vont tomber. Et tu te dis, quoi, du coup tu te retiens. Ah oui, là l'application, sur certains points elle me convient pas, mais bordel, si je change, les conséquences que ça va avoir en cascade, quoi. Et pour le moment, j'ai pas trouvé... je regarde les gens autour de moi comment ils utilisent leur téléphone. Soit t'as des gens qui utilisent l'écran d'accueil par défaut, soit des gens qui mettent Spotify et Netflix et IA et Chrome dans leur dock. Et je remarque qu'il y a quand même peu de gens qui sont dans l'entre-deux, quoi. Alors évidemment, il y a des gens qui utilisent genre Note et Safari et puis tout un tas d'applications tierces, quoi. Il y a toujours deux... Voilà, enfin, j'utilise Calendrier, quoi. J'utilise pas Fantastical ou d'autres applications. Ouais. Je continue à utiliser certaines applications de base. Là, toi et moi, on est en train d'enregistrer avec QuickTime un appel FaceTime. Enfin, à la fin, il y a des impondérables, quoi. Mais le fait est que quand tu abandonnes une application intégrée, c'est très très facile de tout remettre en cause. Et parfois, tu te dis, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Ouais, là, mon jean, il est un peu trop grand pour moi, mais enfin, au bout d'un moment, je porte une ceinture, donc c'est pas très grave, quoi. Tu vois, ça procède un peu de la même logique, quoi. Oui. C'est moins cher que d'aller faire un pantalon sur mesure, et finalement, avec un cran de ceinture, ça marche, quoi. C'est vrai, mais dans un sens, le compromis, enfin, la question qu'on se pose, enfin, le fait qu'on se pose la question, plus exactement, sur les conséquences éventuelles d'un changement de décision, et les menaces que ça implique, parce que ce sont des menaces en fait, questionne lui-même, tu vois. Enfin, à un moment, est-ce que tu as vraiment le choix dans ces cas-là ?
Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ça, c'est un élément quand même qui n'est pas neutre. C'est que tu as une influence qui est massive si tu prends une décision, d'abord, il faut considérer tout ça. Et ça pèse dans la balance, très clairement. Mais je crois que c'est l'étape d'après, quelque part. Parce que quand t'installes TikTok ou WhatsApp, c'est pas grave, c'est additif. T'ajoutes une application aux applications de base. C'est pas pareil que de dire je vais installer Fantastical à la place de calendrier. C'est ça. Et t'installes Fantastical à la place de calendrier parce que tu l'as trouvé au hasard sur l'App Store ou parce que tu lis e-génération et c'est très bien. Ou parce que voilà, t'as un ami qui te l'a recommandé. Et cette réflexion, tu ne l'as qu'après finalement. C'est très rare de se poser la question d'abord et d'installer ou pas l'application ensuite. T'installes l'application d'abord et tu finis par te rendre compte que ça change plein de trucs après, quoi. Ouais. Mais quelque part, je crois que c'est important d'être capable de s'arrêter et d'être capable de se rendre compte que attention, je viens d'installer une des applications de la suite Moleskine, bah maintenant je vais toutes les installer parce qu'en fait ça marche beaucoup mieux si j'abandonne tout d'un coup. Ou j'ai installé Chrome. Finalement, installer Maps, ce serait pas mal. Et installer Drive, ce serait pas mal. Tu vois, une fois que t'as mis le doigt dans l'engrenage, c'est foutu, quoi. C'est ça. Et c'est marrant parce que c'est des logiques systématiques et à la fin, on est dans un écosystème. Enfin, si on a un iPhone, c'est précisément parce qu'au bout d'un moment, on choisit pas que du matériel, quoi. On choisit aussi du logiciel. Et évidemment que toutes ces applications tierces, elles sont faites avec des API par Apple et que les choix logiciels d'Apple influent sur ces applications-là. Mais je trouve quand même drôle que... et c'est d'ailleurs quelque chose que disait Google elle-même. Hein. Le meilleur téléphone Google, c'est l'iPhone. Je connais des gens qui ont sur l'écran d'accueil 0 application Apple et que des applications Google. Ouais. Tu peux faire ça et ça marche encore mieux que sur Android. C'est pire. Et moi, ça me pose des questions parce qu'à la fin, je me dis, finalement, est-ce que j'utilise encore un iPhone? Ou est-ce que enfin, tu vois ce que je veux dire ou... Oui. À quelle mesure c'est mon outil et pas celui d'un autre, en fait. C'est-à-dire que alors, il y a ça, et puis, parce que quand tu utilises que des applications Apple, bah, finalement, tu utilises... Enfin, t'es pas vraiment en contrôle, quoi. C'est ça. Mais le revers du truc... Mais je vais embêter mes collègues, quoi. Mais mes collègues qui utilisent Firefox et Spotify, qu'est-ce qu'ils foutent avec un iPhone, quoi? J'avoue. Non, mais... Enfin, c'est pas la bonne plateforme, quoi. Si tu... Soyons sérieux 2 minutes. Ouais, non, c'est un bon point. Je pense qu'il faudra leur poser la question en vrai. Enfin, il faut bien réagir.